s'appelle Céline, le voyeur voyant. Il a pour auteur Erika Ostrowski, qui est une Viennoise installée à New York, et elle est professeure de français à l'université justement de New York. Cette biographie qu'elle nous donne de Céline est un livre très copieux, il a plus de 300 pages, de grandes pages, et il rassemble un nombre considérable de documents. Elle a mené une enquête sur Céline, elle a vu ses amis, elle a vu ses ennemis, elle a lu tout ce qu'on avait écrit sur lui, les articles de journaux, les interviews, et tout cela a fait une masse extraordinaire de documents qu'elle exploite dans une biographie qui, malheureusement, dirais-je, est un peu romancée, non pas dans le fond, mais dans la forme. Il y a en effet des transpositions dans le temps, des retours en arrière, des descriptions de Paris l'été, de Meudon où est mort Céline, etc., qui, à mon avis, n'ajoutent pas grand-chose à l'image que l'on a de Céline. Ce qui est important, évidemment, c'est tout de même les renseignements qui sont contenus dans ce livre. Nous avons une biographie de Céline très importante. Le second, justement, c'est un essai qui s'appelle La nuit de Ferdinand Céline par André Smith et qui vient de paraître chez Grasset. C'est un petit livre, c'est un petit livre rapide, c'est un petit livre clair, précis et qui me paraît être une excellente initiation à Céline, une introduction à la lecture de Céline. Et puis alors le troisième, c'est le... Alors, justement, le troisième, c'est Céline, Misère et Paroles par Frédéric Vitou, publié chez Gallimard. Frédéric Vitou, qui est avec nous, qui d'ailleurs, comme le précédent, André Smith, s'en tient surtout à deux livres, les deux premiers de Céline, c'est-à-dire Le voyage au bout de la nuit et Mort à crédit. Les deux auteurs ont pris le même point de départ, mais il est certain que le livre de Frédéric Vitou est un livre beaucoup plus creusé. D'ailleurs, il a un sous-titre qui est Misère et Paroles, et en effet, Frédéric Vitou a pris un thème qui est la misère, une approche qui est la parole comme action. Il dit que la parole est le révélateur privilégié pour connaître Céline. Eh bien, ce dernier livre est évidemment le travail le plus sérieux qui ait été fait sur Céline, des trois livres dont je parle, et il s'adresse aux fervents de Céline. Alors je ne sais pas si les gens qui sont autour de vous, André Bourrin, sont tous des fervents, mais en tout cas ceux qui connaissent bien l'œuvre de Céline. Oui. Il y a Robert Canters, critique littéraire au Figaro, critique dramatique à l'Express, et qui vient de publier un recueil d'articles critiques intitulé L'ère des lettres chez Grasset. C'est une sorte de tableau de la littérature contemporaine grâce à un choix qui est le vôtre et qui porte en sous-titre tableau. Je voudrais être une esquisse d'un tableau dit raisonnable de la littérature française d'aujourd'hui, de manière à exclure les partis pris de droite, de gauche ou de différentes idéologies. Et puis nous avons Alphonse Boudard, qui est considéré comme le plus célinien des écrivains contemporains. C'est l'auteur de La cerise, de l'hôpital, qui a failli obtenir le prix Goncourt l'année dernière. Et puis M. Vitou, El Renaudot, et puis M. Vitou, dont vous venez de parler. Mais avant de vous donner la parole, je voudrais vous proposer quelques extraits d'un entretien que Louis Pauwels a obtenu de Louis-Ferdinand Céline 2 ans avant sa mort. Louis-Ferdinand Céline, vous êtes un drôle de personnage. Oui. Vous excitez les passions par vos œuvres, par vos idées, par vos attitudes. Vous dites souvent qu'on vous comprend mal. Ça serait l'occasion de vous faire mieux comprendre. Si vous aviez à vous définir d'un mot, qu'est-ce que vous diriez? Eh bien, c'est que je travaille et les autres foutent rien. Quel est le genre d'homme que vous aimez le plus? Le constructeur. Et que vous détestez le plus? Le destructeur. Quels sont les écrivains que vous sentez les plus proches de vous et ceux qui vous paraissent aux antipodes? Des écrivains ne m'intéressent que les gens qui ont un style. S'ils n'ont pas de style, ils ne m'intéressent pas. Toujours vous parlez du style, est-ce qu'il n'y a pas chez l'écrivain un tempérament? C'est rare, un style, monsieur. Un style, il y en a 1, 2, 3 par génération. Et il y a des milliers d'écrivains, ce sont des pauvres cavouilleux, des aptères, n'est-ce pas? Ils rampent dans les phrases, ils répètent ce que l'autre a dit, ou ils choisissent une histoire, ils prennent une bonne histoire, puis ils disent je vois que, etc. C'est pas intéressant. C'est-à-dire qu'il m'est arrivé quelque chose de bien particulier, n'est-ce pas? J'ai cessé d'être écrivain, n'est-ce pas, pour devenir un chroniqueur. Alors j'ai mis ma peau sur la table. Parce que n'oubliez pas une chose, c'est que la vraie inspiratrice, c'est la mort, n'est-ce pas? Si vous ne mettez pas votre peau sur la table, vous n'avez rien. Il faut payer. Ce qui est fait gratuite, sans gratuite. Et plus de gratuite.
À l'heure actuelle, je n'ai que des écrivains gratuits. Qu'est-ce qu'on me montre? C'est des gratuites. Qu'est-ce qu'il a gueulé, celui-là? Quel est votre sentiment le plus familier? La haine, le mépris, le dégoût, l'amour, l'amitié, enfin, quoi? Le travail. Je suis un pauvre travailleur, n'est-ce pas? Comme disait Descartes, je n'ai pas plus de génie que les autres, mais j'ai plus de méthode, n'est-ce pas? Moi, je n'ai qu'une méthode, c'est de prendre l'objet et puis de le fignoler. Vous comprenez? Le vice de cette civilisation petite, cette petite imitation de la civilisation grecque, c'est qu'elle veut faire tout très vite, n'est-ce pas? Alors, c'est un peu la chansonnette. Encore une autre, donne-nous encore une, hein, dis donc, je t'en prie. Ah, encore une, ah, j'en veux une, ah, m'en donne une bonne. Bon, ça, c'est de la connerie. Vous comprenez qu'une affaire qui compte par 10 minutes, alors qu'en vérité, les nouveautés, ben, c'est une affaire de 500 années et 1000 années. Quelle a été votre plus grande joie dans la vie, justement? Ben, mon Dieu, je dois vous avouer que je n'en ai pas beaucoup. Je ne suis pas un être de joie, je ne suis pas un passager. C'est pas ça, ça faut appris que... non, j'avoue que je serai content quand je mourrai. Voilà, la vérité, c'est que je me désire mourir de façon la moins douloureuse possible. Mais vous me dites que vous n'avez pas eu de grande joie dans votre vie. Avez-vous eu une grande peine, enfin quelque chose? Ah, ça, j'ai été servi, alors minute. Alors là, de ce côté-là, j'en ai eu des quantités. Ça, on m'a fait tout ce qu'il faut. Ça, oui, ça, vraiment, j'ai eu beaucoup. Ça, beaucoup. Je n'insiste pas, mais vraiment, j'ai tout eu. Tout. Est-ce que vous souffrez quand vous pensez que certaines personnes disent ou pensent du mal? Non, non, ça, je m'en fous énormément. Je ne m'intéresse pas aux hommes, je m'intéresse aux choses, n'est-ce pas? Je n'aime pas ce qui est commun, n'est-ce pas, ce qui est vulgaire. Je veux dire qu'une prison est une chose distinguée, parce que l'homme y souffre, n'est-ce pas? Tandis que la fête à Neuilly est une chose très vulgaire, parce que l'homme s'y réjouit. C'est ainsi la condition humaine. Si vous deviez mourir à l'instant, ce qu'à Dieu ne plaise, quelle serait votre dernière pensée? Oh ben, au revoir et merci. Ça suffit, oui. Oh, tout doucement. Je ne vous veux aucun mal, mais mon Dieu, vous vous occupez bien de vous-même, ça va. Moi, je suis trop occupé. Expliquez-vous, Robert Canters, que actuellement on cite Céline, mais véritablement dans tous les articles, il y a des références à Céline, vraiment, sans arrêt, sans arrêt. Céline, vraiment, on peut pas dire qu'il est à la mode, il est au-dessus de la mode actuellement. Je crois que Céline, dans le petit film que nous venons de voir, a bien défini ce qui peut faire son excellence, c'est-à-dire la présence d'un style. Et comme il le dit, il y a très peu de personnages qui ont à la fois le tempérament et le style. Dans notre littérature française d'aujourd'hui, qui est une littérature souvent sans tempérament, souvent dépourvue d'une espèce de vitalité que cet amoureux de la mort avait tout de même à chaque instant, la présence de Céline se justifie ainsi parce que c'est quelqu'un de rare, c'est quelqu'un qui apporte quelque chose que nous ne trouvons à peu près nulle part. Pour mon compte, je crois que je serais tout à fait d'avis pour considérer Céline comme un des grands écrivains de tempérament, des grands écrivains de souffle des dernières années, des 25 dernières années ou des 30 dernières années si vous voulez. Je me méfierais un petit peu cependant de la célinolâtrie, si l'on peut dire. Non pas des céliniens comme notre ami Boudard qui essaie peut-être avec son tempérament à lui de refaire un style, d'avoir lui aussi un style, bien que ce soit très dangereux, de travailler dans la ligne du style d'un autre tempérament, si vous voulez. Est-ce que c'est votre avis, Alphonse Boudard? Je trouve que Céline a apporté dans l'écriture quelque chose qui peut se comparer à ce qui a été apporté par les impressionnistes. Il a donné au fond des leçons et qu'on peut profiter de ces leçons. Je veux dire, il est descendu dans la rue, il a écouté le langage parlé et il l'a transposé. C'est la leçon qu'il nous a donnée. Alors on peut essayer de suivre cette leçon. D'ailleurs, il y a énormément d'écrivains maintenant qui sont influencés par Céline parce que précisément, il a été l'écrivain qui a le plus grand tempérament du siècle, enfin, depuis 1910, enfin depuis Proust, et que, évidemment, on est ébloui par le style et le personnage de Céline. Mais vous, ça vous ennuie ou qu'on vous dise vous êtes célinien ou au contraire? Non, ça ne m'ennuie pas du tout. Je suis obligé de lutter en écrivant pour ne pas arriver à certaines choses qui seraient des tics céliniens.
Mais alors là, il y a une bagarre. Monsieur Vitou, est-ce qu'on peut écrire un livre sur Céline sans justement reprendre les tics d'écriture de Céline? Ah oui, ça je le crois très parfaitement, car la critique, le travail critique et l'œuvre de composition littéraire sont deux choses différentes. Non, je voudrais reprendre simplement ce qu'a dit monsieur Canters en disant que les céliniens sont souvent des célinolâtres, je crois. Et je crois précisément que c'est ce qui a porté tort à Céline pendant longtemps, c'est que Céline était un écrivain emporté, déraisonnable, violent ou en couleur. Le bref film que nous venons de voir l'a montré. Or, jusqu'à présent, depuis la parution du Voyage au bout de la nuit jusqu'à maintenant, les réactions que Céline a suscitées, ces réactions ont été des réactions affectives, emportées, déraisonnables elles aussi. On était pour ou contre l'homme, Céline. Or, Céline maintenant est morte depuis 12 ans. Or, autant on a beaucoup parlé de l'homme, autant on a relativement peu parlé de l'œuvre. C'est maintenant peut-être la deuxième génération critique de la célinienne, c'est d'aborder enfin l'œuvre. Et cela, c'est une chose qui est relativement récente. C'est peut-être pourquoi L'homme mort, les passions éteintes, on parle enfin de l'œuvre de Céline. Pour ma part, c'est ce que j'ai tenté de faire. Oui, au-delà de toute célinolâtrie, encore une fois. Est-ce que vous pensez qu'on peut vraiment séparer l'homme de l'écrivain? Il était tellement engagé dans ses Bien sûr que non. Et plus il a été, plus il s'est engagé. Bien sûr, mais l'important, c'est de chercher maintenant l'homme à travers l'œuvre, non pas de le méconnaître. Mais jusqu'à présent, la grande personnalité de Céline masquait un peu son œuvre. L'énorme travail littéraire que sont Le Voyage au bout de la nuit, Mort à crédit, toute son œuvre, était un peu masqué par la personnalité brillante, facile, séduisante, odieuse, tout ce que l'on veut de Céline. Or, je crois que s'il faut maintenant chercher l'homme, il faut le chercher rigoureusement à travers l'œuvre. Cela n'avait pas été tellement tenté jusqu'à présent, malgré tous les propos affectifs qu'avait suscité Céline. Mais Robert Canters, est-ce qu'on peut dire que Céline fait partie de votre famille d'écrivains favoris? Non, Céline ne fait pas partie de ma famille d'écrivains favoris, c'est que je l'admire comme écrivain de tempérament. En parlant tout à l'heure d'une idolâtrie un peu poussée de Céline, je pensais surtout à ceux qui peuvent prendre Céline non seulement comme écrivain, mais d'une manière tout à fait différente de la manière de M. Vitou, le prendre comme une sorte de maître à penser, comme une sorte de, je dirais pas de directeur de conscience, mais du moins de modèle. Or, il faut bien dire que Céline n'est pas un écrivain d'idées. Il disait lui-même qu'il n'avait pas d'idées. Cela, naturellement, est faux. Il avait des idées, mais ces idées, la plupart du temps, étaient ou idiotes ou dangereuses. C'est-à-dire qu'il y avait tout. Vitou n'est pas d'accord. Il y a tout dans Céline. C'est simplifier un peu abusivement les idées de Céline, de les considérer comme soit idiotes, soit dangereuses. Enfin, je crois que c'est Céline, il y a une conception effectivement simple, mais qui est simple comme les grandes idées. Les écrivains n'ont pas à avoir d'idées compliquées, ils ont à les faire ressentir affectivement. Et cela, Céline l'a fait admirablement. Céline essaie grands thèmes, la misère, la mort, des idées, il essaie de faire ressentir et de faire partager une émotion qui est le moteur, pour ainsi dire, de toute son œuvre, de toute sa littérature. C'est la qualité propre de cette émotion à laquelle je crois que Boudard faisait allusion tout à l'heure. Il traduit sur le plan des idées, on trouve un peu tout chez Céline. On trouve de tout, de la façon la plus incohérente. On peut trouver l'anticolonialisme, on trouve l'antimilitarisme, puis on trouve aussi des couplets qui sont presque patriotiques, on trouve l'antisémitisme, bien sûr. On peut... C'est en ce sens que je dirais que ces idées sont généralement ou idiotes ou contradictoires, si vous voulez. Elles ne sont pas idiotes, non, ou dangereuses elles sont ensemble. Quand il s'agit d'antisémitisme ou ces choses-là. Céline me semble être surtout une attitude dans la vie, une attitude devant la mort, enfin, n'est-ce pas? C'est cette espèce de désarroi, de fascination de la mort, de peur de la mort et en même temps de tyrannance constante. Je crois que Céline est un écrivain finalement assez pascalien, un Pascal qui n'aurait pas Dieu, pour qui tout est divertissement, je suis persuadé que Robert Canters ne partage pas cet avis. Un Pascal sans Dieu, pour qui Dieu serait aussi un divertissement. Une chose assez difficile à concevoir. Je ne pense pas qu'il y ait un désarroi, comme le disait Bourrin tout à l'heure. Il y a peut-être en effet chez lui une sorte de fascination de la mort, et il y a aussi, je crois que M. Vitou en parle assez longuement dans son livre, il y a les deux aspects de Céline qui sont l'aspect du médecin et l'aspect de l'écrivain, la médecine et l'écriture. La médecine n'est pas une attitude de désarroi, et je crois que l'écriture chez Céline ne l'est pas non plus. Si vous voulez, le côté pascalien, la contradiction pascalienne de Céline, c'est que c'est peut-être un médecin qui n'aimait pas la vie. C'est quelqu'un qui, en tant que médecin, était obligé de continuer la vie. C'est son serment de servir la vie, mais en même temps, il ne l'aimait pas. Il ne l'aimait pas au stade individuel, il ne l'aimait pas chez les gens.
Il n'aimait pas la vie, il l'aimait pas, il vient de le dire et de le dire encore dans le petit film que nous venons d'entendre. Peut-être qu'en un certain sens, mais là, je crois que je vais beaucoup plus loin dans une direction très différente de celle prise par M. Gitou. Je crois qu'on pourrait dire que l'écriture, pour Céline, est une sorte de continuation de la médecine, mais peut-être souvent d'une drogue, et même à la limite d'une drogue d'immortalité. Évidemment, en si peu de temps, nous ne pouvions pas épuiser ce sujet. De toute façon, je vous renvoie, en tout cas, à l'essai de M. Gitou. Et je voudrais vous proposer des rééditions de Céline. C'est une bonne occasion pour, en tout cas, s'initier à Céline. Et justement, la collection de poche Folio publie un certain nombre de livres, un certain nombre de titres de Céline. Voici le Pont de Londres. Voici Guignol's Band, qui sont des livres moins connus que Mort à crédit, évidemment, Mort à crédit. Et puis, surtout, le voyage au bout de la nuit. Et puis aussi, c'est peut-être une occasion pour retrouver d'autres essais, notamment le célèbre cahier de Lerne sur Céline, qui est toujours en vente. On trouve des textes assez extraordinaires. Et puis enfin, 2 petits essais sur Céline, qui sont assez classiques. Céline par Paul Vendrome aux éditions universitaires. Et enfin, Céline par Marc Henrez chez Gallimard, dans la bibliothèque idéale, je crois. C'est ça, pour une bibliothèque idéale. Et puis, Robert Canters, Jacques Maritain est mort à 91 ans. Et dans votre livre, vous consacrez, dans l'ère des lettres, vous consacrez 2 chapitres, enfin deux chroniques, l'un à Jacques Maritain, l'autre à des poèmes de Raïssa Maritain. Et je crois que... Vous m'obligez là à une gymnastique un peu grande. Passer de Céline... Ex abrupto de Céline à Maritain. Je pense que tout ce que l'on peut dire ainsi à l'improviste